Bonjour à tous, la vidéo que vous allez regarder est issue d'un live dans le cadre de Kind Déclic. Il s'agit d'un événement dédié à l'exploration des carrières innovantes dans le domaine du numérique. Au programme de cette conférence, le secteur du numérique. Le tout en compagnie de nos partenaires, les espaces Mimon, la mission locale Cannes Pays de l'Érins, ainsi que l'association Parcours des femmes. Bon visionnage. Du coup, Simplon a effectivement sa place naturellement dans cet événement parce que on se consacre à accompagner justement des jeunes demandeurs d'emploi à connaître un petit peu les métiers du numérique. Donc on fonctionne en SaaS où on va former progressivement en faisant toucher à la fois à l'ordinateur, tout simplement. On a un ordinateur devant vous, il faut le démonter, il faut le remonter, il faut comprendre comment fonctionnent les pièces. Et toutes les parties dev aussi, c'est-à-dire comment ça marche un petit peu les langages, et de faire monter en compétences des gens qui seraient passionnés par ça, jusqu'à arriver à des formations qui sont diplômantes, donc sur de la dev IA par exemple, dont on parlera très certainement, mais aussi des métiers qui sont plutôt de l'infrastructure qu'on fait aussi, comme l'administrateur d'infrastructures sécurisées. C'est un peu moins sexy. Mais du coup, effectivement, on avait bien notre place ici et c'est une bonne tribune pour nous pour présenter un petit peu ces nouveaux métiers, les faire connaître, parce que c'est vrai que dans les milieux même populaires, les populations auxquelles on est confronté ne connaissent pas ces métiers, donc c'est même pas qu'ils ne se sentent pas aptes ou quoi que ce soit, c'est simplement que c'est une dynamique et c'est une discipline qui n'a jamais été réellement renseignée, ils ne savent pas par quel bout commencer. Et donc du coup, à 4, je pense qu'on est capable de montrer là où on peut commencer avec le numérique et jusqu'où on peut aller. Très bien, et justement, la mission locale qui s'occupe un peu plus d'orienter les jeunes, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Yves? Rien du tout. Rien du tout. Allez, c'est très bien. Non, en fait, sur cet événement, déjà rien que les studios, la bonne idée. C'était logique que les missions locales et que le réseau soient présents dans cette action d'aujourd'hui. Et aussi dans le partenariat historique sur le territoire, avec les espaces Mimon évidemment, parce qu'on est partenaire depuis de nombreuses années, avec Parcours de femmes, et puis Simplon, chez qui on oriente des jeunes sur des formations, et on reçoit aussi des jeunes filles de Parcours de femmes, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Et c'est bien d'avoir cette première action, effectivement, comme disait Claire tout à l'heure, que ce consortium est né juste avant le Covid, et ça a un peu tué dans l'œuf les actions. Donc là, on relance un petit peu cette dynamique sur le territoire. Et je suis heureux qu'on soit tous autour de cette table et pouvoir enfin mettre en œuvre des actions concrètes pour les jeunes et les moins jeunes aussi. Moi, ça me permet de me maintenir au goût du jour, parce que vous avouez que l'intelligence artificielle, ça m'a un peu dépassé. Mais je vais aller faire un tour par là-bas, je crois, parce que je vais avoir plein d'infos. Voilà. En tout cas, je pense que c'est plaisir partagé, je pense qu'on peut tous le dire. Et vous, du coup, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de... Nous, à l'association Parcours de femmes, donc c'est une association d'insertion socio-professionnelle, donc qui est basée à Cannes-la-Boca. Donc nous avons un public majoritairement féminin, même si ça nous arrive aussi d'accompagner des hommes, mais c'est vrai qu'on est, on va dire, à 99% du coup, voilà, centré sur le public féminin. Nous existons depuis 26 ans, donc c'est vraiment une association phare du bassin du coup cannois et bocassien. Donc nous, l'idée de la prise à part du coup de notre participation à ce consortium, c'était dans l'idée aussi du coup de proposer aussi un peu un des plans de notre accompagnement, c'est-à-dire que nous à l'association nous avons un atelier emploi et numérique. Donc voilà, nous avons des personnes qui sont éloignées en fait de l'usage de l'outil informatique. Donc en fait, on travaille plusieurs aspects. Et donc l'aspect de l'usage de l'outil informatique et aussi de l'aspect de la recherche d'emploi. C'est vrai qu'on a aussi pas mal de personnes qui sont en difficulté, notamment aussi pour s'équiper, du coup, on va dire numériquement parlant. Donc c'était aussi dans l'idée de pouvoir leur proposer un peu les dispositifs qui existent. Donc c'est aussi l'une des thématiques de notre stand que nous tenons ici au Cannes Déclic. Et aussi, nous proposons aussi un stand où nous avons des dames qui ont fait une reconversion dans les métiers du numérique. Donc, ils sont venus du coup témoigner de leur riche expérience. Et voilà, donc on voulait aussi les mettre à l'honneur, parce que c'est vrai qu'une reconversion professionnelle, c'est quelque chose de très difficile. Dans les métiers du numérique aussi un peu plus, parce qu'en fait, il y a une grande méconnaissance aussi de ce domaine-là. La méconnaissance vient forcément de l'ignorance, parce qu'on pense que c'est que pour des gens qui sont des geeks, entre guillemets.
Donc voilà, on peut se dire que c'est un peu ouvert à tous et qu'en fait il faut juste sauter le premier pas et voilà. Donc nous on est très heureux, très ravis d'être là et voilà, si on peut aussi apporter un peu notre petite pierre à l'édifice pour accompagner nos publics, c'est un plus pour tout le monde. Ok, merci. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de métiers qu'on voit pas forcément dans le numérique. On dit numérique comme ça, mais ça englobe une palette énorme de métiers. Justement, on va le voir juste après. Et du coup, oui, vous avez tous un atelier ici. Simplon, effectivement, a aussi un atelier où on présente plutôt les métiers du code. Okay. Donc c'est de la gamification, hein. Donc l'idée c'est d'apprendre le code en jouant avec un petit jeu qui vous apprend la logique, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine logique à appréhender avec le code. Cette logique elle est transmise effectivement aujourd'hui aux espaces Mimimon sur l'atelier de Simplon, qui est pas loin du bar. Voilà, pour ceux qui veulent, en fait. Avec Raphaël, ma collègue, qui se charge de l'animer effectivement. Ok, bien. Merci beaucoup d'être intervenu. Donc on va accueillir nos prochains invités, vu qu'on va parler de plein de métiers du numérique. Et pour commencer, du coup, je vais appeler Monsieur Philippe Pinault, Kevin, et Monsieur va rester avec nous. Il va discuter avec nous pendant tout le live. Donc déjà, je vais laisser les nouveaux invités se présenter peut-être. Vas-y, présentez-vous quoi. Ouais, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être venu. Donc moi je suis... Non, c'est... Est-ce que c'est mieux? Il va s'en occuper. Petit problème son. Oui, allez-y. Donc je suis Philippe Pinault, je dirige un groupement de plusieurs organismes de formation. Et notamment, nous sommes en train de déployer une formation qui s'appelle chef de projet en intelligence artificielle, qui est une formation qui n'est pas une formation de technicien, c'est pas une formation d'informaticien, c'est vraiment une formation de chef de projet. L'idée étant d'accélérer un petit peu la vulgarisation et l'arrivée de l'IA dans les entreprises, parce qu'on sait que c'est un enjeu majeur, donc on en reparlera certainement dans les minutes qui viennent, mais encore faut-il que les entreprises soient prêtes à passer à l'IA. Et pour passer à l'IA, il faut de l'expertise, il faut de la compétence en interne pour être capable de gérer et de faire avancer des projets qui vont apporter un bénéfice à l'entreprise. Eh bien, bonjour, je m'appelle Campagnello Kevin, donc je travaille ici aux espaces Mimimon directement. Je suis conseiller numérique à la base, et passionné de tech et de numérique en général, donc ça relie un petit peu tout le truc. Et effectivement, nous aussi on utilise pas mal les intelligences artificielles depuis la sortie, la nouvelle grosse sortie des intelligences artificielles, vu que ça existe depuis beaucoup plus de temps que ChatGPT et autres, mais bon, on va dire que c'est un peu eux qui ont fait un boom sur le marché du grand public en tout cas. Donc on essaye d'utiliser ça un petit peu au quotidien dans notre travail et autres, mais aussi l'expliquer aux jeunes, l'appréhender en fait, de faire de vulgarisation scientifique et numérique là-dessus, en expliquant aux gens la façon de s'en servir, d'éviter aussi certaines petites dérives des fois, sur la façon dont on peut s'en servir aussi, et donc de le rentrer plus facilement dans le quotidien, que ce soit avec des applications plus ou moins gratuites, ou trouver des solutions open source ou autres. On essaye de l'amener de plus en plus auprès des jeunes, et de tous les publics d'ailleurs. Ok, très bien. Et du coup, vous nous avez parlé de Simplon tout à l'heure, mais pas de vous exactement. Ok, oui, effectivement. Du coup, Arthur Millet, vous pouvez m'appeler Arthur, du coup, monsieur, ça fait bizarre. Globalement, oui, je suis chargé de développement pour Simplon, donc ça veut dire développement commercial, hein, c'est pas le développeur web ou concepteur d'application. Donc mon métier, globalement, c'est tout simplement de trouver des alternances à mes étudiants pour qu'ils puissent mettre en œuvre leurs compétences. C'est du travail, mine de rien, parce que du coup, effectivement, je travaille pour Simplon depuis pas très longtemps maintenant, ça fait 5 mois, mais j'ai une bonne connaissance du milieu de l'innovation et de la tech, tout simplement parce que j'ai travaillé avant en recherche, donc je bossais pour le CNRS en tant qu'ingénieur d'études, et j'ai fait d'autres missions un petit peu de ce type-là, où j'analysais l'innovation et la manière dont elle se diffuse dans les populations, donc l'IA, ça a tout de suite été un peu mon dada. J'ai toujours été très geek, hein, j'ai connu Twitch, Eclipia dès le début. Justin TV. Voilà, un vrai quoi, un vrai de l'ancienne. J'ai commencé WoW à 13 ans. Voilà, donc je suis dans ce milieu-là depuis très longtemps et donc du coup je l'ai suivi malgré mes compétences qui sont quand même plus sur l'économie du coup. Et du coup je vais essayer de vous faire bénéficier au maximum de ce croisement de compétences en fait, de cette expérience de geek et de ce savoir-faire d'économie / commercial maintenant, puisque du coup je suis en contact avec les entreprises et je sais quels sont les types de projets qui sont attendus et les types de projets qui sont en cours
aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Donc on pourra parler de ça si ça vous intéresse. Ouais, je pense qu'on va en parler. On a du beau monde aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu de tout et surtout des personnes passionnées et intéressées du sujet. Déjà, merci à vous tous d'être venus. On vous remercie quand même, ça fait plaisir. Alors du coup, on va enquiller parce qu'on parlait beaucoup d'intelligence artificielle. Donc déjà, je vais commencer par vous, Monsieur Pinault. J'ai une petite question à vous poser. Moi aussi, vous pouvez m'appeler Philippe. Hein. Oui, allez, on va faire tranquille. Quelles sont les possibilités de l'IA dans des secteurs tels que le médical, l'administratif? En quoi l'IA peut-elle aider en fait dans notre monde? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à utiliser l'IA comme une appellation générique, mais derrière l'IA, il y a énormément d'applicatifs différents. Celle que le grand public connaît le plus, c'est l'IA générative, comme ChatGPT, qui est capable de fabriquer du texte ou des IA génératives d'images ou de vidéos. Dans le médical, on va peut-être être sur d'autres formes d'IA, on va être sur du traitement d'images, on va être sur de l'IA qui est capable d'analyser des clichés beaucoup plus rapidement en les comparant avec des bases de données énormes d'images du même type pour favoriser le diagnostic. Mais attention, ce n'est pas un diagnostic de robot, c'est un diagnostic de médecin. Et l'IA sera un outil d'aide pour faire gagner du temps aux médecins et préciser des diagnostics et des choix de traitement, parce que là aussi, on a l'analyse de l'image. Puis après, on a plutôt l'IA prédictive qui va être capable de nous déterminer quelle sera la molécule la plus adaptée en fonction de la pathologie qui a été détectée. Donc, c'est un des types d'applications qu'on voit déjà arriver dans le monde du médical, mais il y en a encore plein d'autres. On a tous vécu la télémédecine pendant la période de Covid. On était chez nous, quand il fallait voir un médecin, il fallait se connecter avec une caméra. Mais on imagine aujourd'hui que la mutualisation de données, parce que derrière l'IA, il y a de la donnée. Vous parliez tout à l'heure de l'accélération de l'IA qui existe depuis très longtemps. Pourquoi aujourd'hui ça a accéléré? Parce qu'aujourd'hui, on est capable de traiter très vite et de déplacer très vite de la donnée. En fait, c'est ça qui fait que l'IA est devenue accessible au public et à beaucoup de métiers. C'est pas parce qu'on l'a inventé aujourd'hui, c'est parce qu'on est capable aujourd'hui de capitaliser énormément la data et de la faire circuler à une vitesse énorme. Et donc ça nous permet d'avoir des puissances de calcul qui nous permettent de faire ce type de choses. Donc sur la médecine, c'est ça. Puis la deuxième partie de votre question, vous parliez d'administratif. Oui. Ben, en fait, l'IA, on pense que l'IA va automatiser un certain nombre de tâches. Quand on dit automatiser, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des tâches qui sont chronophages, qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui ne nécessitent pas d'expertise humaine, et que l'IA va être capable de faire ça beaucoup plus vite et beaucoup mieux qu'une personne. Des tâches souvent répétitives. Dans les métiers de l'administratif, ben, forcément, on a des métiers où l'automatisation va supprimer des tâches aux humains. Alors, quand je dis ça, on a l'impression qu'il n'y aura plus d'humains dans le circuit, que c'est des robots qui vont tout gérer. À mon avis, ce n'est pas le sujet. On sait que l'humain est capable de faire preuve de beaucoup de résilience et de trouver sa place dans des organisations. Et je pense qu'un des enjeux, en dehors de l'enjeu technologique, c'est l'enjeu humain et l'impact humain de l'IA aujourd'hui dans le domaine de la médecine, ou de la santé ou dans le domaine de l'administratif. Et l'humain doit maîtriser sa place à l'intérieur du système. Et on va parler de déontologie, on va parler de cadre juridique, on va parler de protection des données, on va parler de beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui vont moins vite que la technologie et qui nécessitent que les hommes se questionnent sur ce que l'on veut faire de l'IA. Qu'on prenne le temps d'y réfléchir. C'est vrai que ça, d'un coup, quand on entend parler, ça a pris un avancement très rapide au niveau du public. Oui, parce que c'est devenu grand public. Et donc forcément, et puis moi je me souviens, il y a un peu plus d'un an, j'étais à Cannes au Salon mondial de l'intelligence artificielle. Et en 2022, on parlait de ChatGPT qui était sorti quelques mois auparavant. On se disait, oh, là, c'est fantastique. Aujourd'hui, on en est à ChatGPT 4. Et on n'est pas tellement longtemps après, donc on imagine à quelle vitesse ça peut encore évoluer. Et puis tous les jours, vous voyez des articles de presse qui vous relatent l'arrivée d'une nouvelle IA. Et donc ça va effectivement très très vite. Et je resitue quand même par rapport à aussi le sujet peut-être, c'est quel est l'impact sur la formation, sur les métiers. Il va falloir former des gens qui utilisent de l'IA, il va former des gens qui fabriquent de l'IA, il va former tout un tas de personnes. Et on estime aujourd'hui que la transformation des métiers
dans les années qui viennent, va être extrêmement forte. Oui. Des métiers vont disparaître, c'est clair. Des métiers vont se transformer complètement et des métiers vont apparaître. Il y a tout un tas d'études qui existent sur le solde de cette destruction, création d'emplois. Aujourd'hui, je suis bien incapable de vous dire si on va créer des emplois ou si on va en détruire. Les estimations les plus optimistes font apparaître un solde neutre, les plus pessimistes font apparaître une destruction massive d'emplois. Je dirais qu'on verra dans les années qui viennent, mais en tout cas, si j'ai un message à donner aux jeunes, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'intéresser à l'IA, il faut se former au métier de l'IA. Ça fait partie de votre background, de votre culture pour rentrer dans les entreprises, même si vous n'êtes pas des informaticiens. Oui, il faut vivre avec son temps finalement. Et pour vous justement, vous me parliez de l'IA par rapport aux jeunes. En quoi vous l'utilisez au quotidien ou dans votre métier en général ? Alors moi honnêtement déjà j'ai des soucis en écriture, en orthographe, ce genre de choses, c'est une catastrophe la façon dont j'écris très clairement. Et pour le coup, ChatGPT par exemple m'aide beaucoup pour la plupart des mails administratifs que j'envoie pour éviter qu'il y ait des problèmes dedans et que les choses soient carrées. En fait j'utilise du ChatGPT au quotidien. Honnêtement il y a aussi plein de choses sur lesquelles j'ai plus envie de me prendre du temps en fait. On prend Excel ou ce genre de choses, des tableaux avec des chiffres et des calculs qui sont gigantesques. En fait, je n'ai plus le temps d'apprendre par cœur à faire ce genre de choses. J'ai tellement de travail derrière que ça me prendrait 4 à 5 jours à reprendre, à rebosser sur des Excel, alors qu'un ChatGPT, en 2-3 heures de temps, en bossant en assistance avec lui, au final, je vais réussir à faire énormément de choses là-dedans. Oui. Le souci qu'il y a, c'est que souvent on parle des jeunes, ou par exemple, dans mon cas, conseil numérique, je rencontre pas mal de personnes âgées aussi, où on a l'impression que souvent que les jeunes sont tous à fond là-dedans et que ça va très bien, ça roule. La réalité du terrain est quand même assez autre en fait. Souvent c'est utilisé pour des choses assez basiques. On a vu des articles qui étaient sortis pour des triches à la fac de Toulouse, il me semble, ou un truc du style, où ils avaient tous réussi à 90% de l'examen, ou ce genre de choses. Mais derrière, en réalité, dans l'application réelle de ça, dans quoi ça peut leur servir dans le quotidien et tout le temps, c'est assez compliqué. Oui. J'ai eu le cas d'un jeune récemment qui m'a expliqué que l'IA, il n'y avait pas de raison de faire d'études dedans parce qu'il y avait encore 10 ans avant que ça soit vraiment très efficace. Et ça m'a un peu refroidi, je dis mais t'es encore plus jeune que moi, il faudrait peut-être que c'est maintenant en fait que tu dois mettre le nez dedans, tu veux faire des études en informatique, c'est peut-être maintenant qu'il faudrait commencer à regarder dedans et t'instruire pour avancer dedans et tout ton avenir en fait pourra en découler aussi. Maintenant si tu m'expliques qu'il reste encore 10 ans avant que ça explose vraiment, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc c'est ce côté entre la réalité des choses où les gens, j'ai fait des conférences sur l'IA à terme vraiment, pas de professionnels mais de personnes intéressées par ce sujet-là, de gens terrorisés face à l'IA. Expliquant que ça va être horrible, que ça va remplacer tout, et d'autres qui étaient fascinés absolus. Donc je pense que c'est un débat assez compliqué, et c'est aussi un peu le travail de tous au final d'arriver à dire ça reste un assistant pour le moment en tout cas, ça peut nous servir dans beaucoup de cas, mais il faut savoir aussi bien l'exploiter. Et ça, c'est pas gagné encore tout de suite. Et après, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, et que c'est pour ça qu'ils s'expriment là-dessus, parce qu'au final, ils sont pas très bien informés, donc peut-être aussi faire un travail d'information pour que les gens soient moins effrayés ou par l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est quelque chose que je constate qui n'a pas encore été fait. Il n'y a pas eu beaucoup de Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui le font ponctuellement dans plein d'endroits, comme nous avons essayé de le faire, de la vulgarisation sur l'IA tout simplement, où on donne aussi des petits cours en fait pour expliquer comment fonctionne du ChatGPT, du Canva avec les nouvelles applications qui sont sorties sur Canva, ou ce genre de choses, mais c'est vrai que tous les acteurs s'y mettaient un petit peu, peut-être ça prendrait plus de facilité, mais je pense que c'est tellement de petits actes ponctuels éparses un peu partout que ça a peut-être un peu du mal à prendre. Ça met plus de temps. Et démêler le vrai du faux sur internet comme ailleurs, parfois c'est un peu compliqué, donc ça aide pas non plus quoi. Oui, c'est vrai. Mais merci pour cette intervention. Et vous du coup, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle au quotidien ? Alors moi personnellement, oui, ChatGPT, je l'ai depuis, je crois, le premier jour de sa sortie, je le suivais assez activement. Je l'ai utilisé parce que j'avais besoin de faire des sites web et que je suis pas très très bon en code. Donc ça m'a aidé un petit peu avec ça et je suis en train de l'utiliser pour développer des applis pour ma prospection téléphonique et mailing, pour générer automatiquement mes mails de prospection et aussi gérer toute la partie communication, c'est-à-dire il me sort le code en Python et ensuite moi j'ai juste à le mettre dans mes assembleurs et à appuyer sur compiler, enfin pas compiler parce que ce serait plutôt du C, mais en gros exécuter et ça fonctionne et ça marche. Mais aujourd'hui c'est surtout sur des applications, enfin je pensais à la santé dont on parlait. Là moi j'ai actuellement des étudiants qui travaillent sur ces domaines-là, donc là je peux carrément répondre sur que font les entreprises, est-ce qu'ils recrutent là-dedans ? Oui, parce que j'ai un étudiant sur notre première promo d'IA qui a été recruté sur de l'analyse de texte.
Tout simplement, ils recevaient des comptes rendus de réunions avec des jeunes et des enfants, tout simplement, qui sont atteints de troubles psychologiques. Et la lecture de ces comptes rendus, en fait, faisait le diagnostic et le proposait au médecin pour que ça l'aide. J'ai aussi des étudiants qui travaillent sur de la reconnaissance d'images pour faire un peu de pathfinding, donc trouver un peu un chemin, faire un GPS pour piétons, pour des gens qui seraient non-voyants ou malvoyants. Et on a tout ce champ d'application en fait, qui est en train de se développer. Mais c'est là où je voulais en venir aussi. Pour moi, on est dans une révolution qui est déjà en marche. D'accord. Pour une raison très simple, c'est que on était sur de la loi de Moore avant, donc la capacité des IA doublait à peu près tous les ans. À partir de 2020-2021, on arrive à des IA qui commencent à dépasser la capacité des individus, des humains. En fait, tout simplement, quand on les met l'un face à l'autre en lecture d'images, lecture de texte, etc., l'IA est meilleure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se diffuse aussi vite. C'est juste parce que maintenant, l'IA est capable de performer pour un petit peu tout un chacun. Donc nous, quand on rédige les mails, moi pour du code, et un petit peu tous ceux qui nous regardent aujourd'hui parce qu'ils l'utilisent dans leurs devoirs, etc. D'ailleurs, on a une question très pour vous intéressante. trois. Vas-y, pose-la si tu veux. Alors, qu'est-ce que vous pensez des failles de sécurité et des fuites de données des IA Que les IA engendrent. C'est un viewer qui vient nous poser la question. Moi, je suis très très intéressé d'y répondre. En fait, c'est un peu ambivalent. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les IA qu'on connaît, elles ne pourraient pas exister sans la masse de données dont on les nourrit. Et cette masse de données, en fait, elle a été constituée comme un peu toutes les masses de données quand on a commencé à faire du big data et autres. C'est-à-dire très salement, tout simplement, c'est de la récupération de propriété intellectuelle, c'est d'utiliser ce qui a été questionné par les différentes personnes qui utilisent le service pour améliorer le service en lui-même. Mais comme l'IA fonctionne de manière un petit peu indépendante, de plus en plus on voit apparaître des manières de lui poser des questions qui permettent de restituer ces données-là. Donc c'est un petit peu une question d'usage. Je pense qu'il y a des problèmes de sécurité évidents. Je pense que ça passe par connaître l'intelligence artificielle et je pense que ça passe surtout par savoir l'utiliser. Typiquement, je ne mets pas de données de mon entreprise sur ChatGPT parce que je sais que sinon quelqu'un les aura au bout d'un moment. Donc l'idée c'est de rester toujours généraliste. Okay. Je sais que par exemple avec ChatGPT, possible quand on lui demande la question directement, sais-tu nous localiser, il dira non. Mais si on lui demande par exemple quel est le McDonald's proche, il saura dire le McDonald's le plus proche. Voilà, donc ils sont... je dirais shady, c'est pas vraiment le terme qu'on peut utiliser comme ça, parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Mais c'est un petit peu dans une zone grise actuellement, oui. Et ça l'était aussi quand je suis né et que j'ai commencé l'informatique. On est à peu près à cette même révolution. J'ai commencé l'informatique, je téléchargeais sur Internet, et je téléchargeais légalement parce qu'en fait aucune loi n'était sortie pour dire que la propriété intellectuelle sur Internet existait. Donc du coup, c'est des choses qui progressent avec leur temps. Et ça va progresser. Ça met, comme disait Philippe, beaucoup plus de temps que le rythme de développement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Si je peux compléter même cette analyse, je dirais que aujourd'hui l'IA c'est une compétition mondiale. Et ce qui régit aujourd'hui cette compétition mondiale, c'est le plus petit dénominateur commun. D'où la volonté des Européens de légiférer sur la propriété de la data, sur la propriété, le droit à l'image, sur la protection des données. Et je pense qu'il va y avoir des gros travaux qui vont être faits. Et ce que j'espère en tant que citoyen français européen, c'est que la France et l'Europe ne se fera pas déborder comme elle s'est fait déborder sur le web, avec les GAFAM qu'on connaît aujourd'hui, qui aujourd'hui, moi ça m'a fait rigoler quand on avait installé l'application anti-Covid, on râlait parce qu'on nous localisait. Franchement. Et Google sait où on est à tout moment. Donc il faut à un moment donné que cette compétition mondiale, on arrive à la réguler avec des règles qui soient communes, qui protègent et qui protègent aussi nos territoires, la Côte d'Azur, la France, l'Europe. Ça, je pense que c'est un enjeu hyper important. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, il y a de la fuite de données, on ne sait pas trop le big data, où sont hébergées les données. Compliqué. J'ai une question à vous poser à vous trois, du coup. Du coup, on parle beaucoup de l'IA et de ses bienfaits, on va dire, pour l'avenir et même dans le quotidien de chacun. Mais qu'est-ce que vous pensez du, entre guillemets, vol du travail des artistes par rapport aux IA comme Midjourney ou des intelligences artificielles, vous savez, qui modulent la voix, par exemple, d'un chanteur sur une chanson, etc. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus ? Qu'est-ce que vous pensez aussi qu'il serait bien d'instaurer contre ces IA, ou alors est-ce qu'au contraire vous pensez que c'est bénéfique ? Si je peux commencer un événement de réponse là-dedans, en fait je pense que ça va être très compliqué d'instaurer, de ne pas, entre guillemets, prendre de la peinture de quelqu'un, parce qu'au final, le but de l'IA générative, c'est de prendre en fait plein de données un peu de partout pour générer quelque chose. Ouais.
Donc j'avoue que le concept, alors peut-être que par la suite on arrivera à ce genre de choses, mais pour le moment je trouve ça un petit peu compliqué d'arriver à faire des IA génératives comme Midjourney ou Leonardo AI par exemple qui marche très très bien, mais qui en fait pique dans une base de données évidemment pour arriver à faire quelque chose. En fait c'est un peu même le principe de l'IA, de piquer dans une base de données pour créer quelque chose. Donc ceci peut être compliqué. Maintenant, j'ai vu une histoire de mangaka, ceux qui rédigent les mangas au Japon, qui avaient récupéré une partie d'une IA en fait pour sublimer encore plus ses dessins et travailler dessus par-dessus. Donc en fait, est-ce qu'au final c'est pas aussi à nous quelque sorte de nous adapter, comme beaucoup de choses, de nouvelles technologies qui sortent, à se dire bah oui effectivement j'ai de la concurrence qui arrive, peut-être qu'il faut que je trouve des nouvelles solutions pour surpasser ça, le dépasser, s'en servir, c'est peut-être un moteur ou un moyen qui va arriver par la suite. Mais j'avoue que j'aurais un peu du mal à comprendre comment l'IA pourrait faire d'arriver à générer un dessin qui n'est inspiré de rien. Je ne sais pas encore trop comment c'est possible, je n'ai peut-être pas aussi des réponses techniques sur le sujet, mais j'avoue que je trouve ça un petit peu compliqué à mettre en place actuellement. Je vais vous donner un petit exemple, peut-être que ça va vous faire rebondir là-dessus, mais donc vous voyez Disney, Marvel, ils ont sorti une série récemment, et il y a eu la grève donc, des scénaristes et des acteurs, et à la place d'embaucher des artistes pour leur générique, etc., ils ont embauché une personne spécialisée dans l'IA qui a juste demandé à Midjourney de faire le générique de la série, et du coup ça a fait polémique, parce qu'au final ils auraient pu embaucher des artistes, justement. Donc est-ce que l'IA ne va pas être qu'utilisée comme outil, comme vous disiez, pour ces mangaka? Malheureusement, il y a des grandes entreprises qui vont s'en servir pour économiser. Ça, c'est le souci avec toute grosse technologie. En fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec l'Internet et le téléchargement, et quand on était enfant et qu'on téléchargeait à fond sur Internet et qu'on avait rien à faire des conséquences. Mais il y a toujours des chanteurs aujourd'hui. Mais exactement, il y a toujours des chanteurs aujourd'hui, et ça n'empêche pas qu'ils ont trouvé d'autres moyens de paiement. Les Spotify ou ce genre de choses est un nouveau moyen de paiement et de faire rémunérer les artistes ou autres, donc à voir. Moi, ce que ça m'interroge, en fait, ça m'interroge sur la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est propriétaire un artiste est propriétaire de son œuvre. Donc, une œuvre générée par l'IA, qui est propriétaire de l'œuvre générée par l'IA. Donc, on a une notion de propriété. Et après, je le disais tout à l'heure, on a une notion de destruction d'emplois. Des emplois vont disparaître. Certains emplois vont disparaître. Alors, l'emploi de photographe ne disparaîtra pas parce que l'œil humain, l'IA sera capable de générer des photos, mais je pense qu'il faudrait plus de temps pour paramétrer l'IA pour générer une photo que de régler son appareil photo. Donc il y a des métiers qui resteront protégés par le savoir-faire humain. Il y a des métiers qui sont voués à disparaître. Alors est-ce que les scénaristes d'Hollywood vont disparaître? Je ne sais pas. C'est pas mon champ de compétences. Peut-être. J'ai peut-être un petit élément de réponse aussi qui serait intéressant à voir, c'est que de mon point de vue, ce problème de propriété intellectuelle qui est réel et qui est à adresser actuellement n'est pas durable dans le temps. Pour une raison très simple, c'est que là ça fait 20 ans qu'on génère des milliers de quantités de contenu en numérique que les IA peuvent utiliser. Et le problème c'est que depuis qu'elles sont arrivées, en fait c'est elles qui commencent à générer le plus de contenu. Sauf que du point de vue des gens qui développent ces intelligences artificielles, que le contenu présent en ligne soit majoritairement créé par IA pose de gros problèmes en matière de génération par IA, parce qu'elle se base sur elle-même pour générer un truc, on ne sait pas du tout comment ça va marcher. Donc on va avoir besoin de cette génération de contenu humain pour que l'IA, qu'on appelle générative mais qui ne génère pas en fait, elle imite, mais elle a tellement de données aujourd'hui qu'elle imite tellement bien qu'au final sa réponse elle est juste. Mais ça reste de l'imitation. Et donc du coup, elle a besoin de cette ressource qu'on lui apporte. Donc pendant un temps, et le métier sera menacé, mais à terme, on aura besoin de régénérer des quantités phénoménales d'informations pour que l'IA puisse comprendre comment nous, en tant qu'humains, on est capable de générer un travail. Et c'est ça qu'elle copiera. Pardon, mais en fait, vous êtes en train d'expliquer que l'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence, puisqu'en fait, elle se contente de compiler, d'agencer, peut être pas satisfaisant. Alors si il s'agit de satisfaire les amateurs de Marvel et autres, on n'a pas de mal à comprendre que c'est pas très difficile de les satisfaire s'ils connaissent rien d'autre, mais ils ne peuvent pas produire quelque chose de réellement créatif. Non. Sans humain, non. Seul, non, parce qu'elle a besoin de se baser sur quelque chose qui existe pour vous proposer quelque chose. ChatGPT, par exemple, dont on parlait, est quelque chose de très simple conceptuellement. Quand vous tapez un texto et que vous écrivez un mot, souvent, il vous en propose un autre après. Et en fait, ChatGPT, c'est ça, mais généralisé sur des quantités de texte tellement importantes qu'il est capable de vous prédire la suite de votre question, alors qu'elle n'a jamais été écrite. Mais en reproduisant comme s'il avait essayé de faire la suite de la question sur un autre texte qu'il avait lu. Donc c'est pas intelligent. Oui, parce que depuis un certain temps, traduire correctement des textes du français vers l'anglais, quand il s'agit de vocabulaire technique,
Et ChatGPT ne peut pas proposer quelque chose de mieux. J'ai lu récemment un article où il y avait un exemple de traduction par ChatGPT d'un texte à caractère juridique. Tout était imprégné de notions anglo-saxonnes, ça n'avait aucun sens pour un lecteur français, alors que la base, la question, c'était un Français qui l'avait posée. Donc finalement, on parle d'intelligence artificielle comme si c'était quelque chose de nouveau, mais ça n'a pas grand-chose de nouveau. C'est nouveau dans son accessibilité et c'est nouveau dans la manière dont on interagit avec l'ordinateur, au sens où j'ai passé 15 ans à expliquer à ma mère comment poser une question à Google, parce que tout simplement, elle lui parlait comme si c'était son ami. Et que quand j'ai enfin réussi à lui apprendre, ChatGPT est arrivé et maintenant on peut lui parler comme à un ami, il comprend le sous-entendu de ma question. Et en fait, du coup, c'est devenu accessible à tout un chacun de pouvoir interagir. Une biographie pour une thèse, je vais lui donner quelques orientations. Alors, juste pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure dans le chat, on a eu une indication qui est très vraie. Et c'est intelligence dans le sens traitement de données, pas dans le sens de la réflexion. C'est pour ça qu'on dit intelligence artificielle. C'est artificiel du coup. Je pense. Ça n'a pas de souci, j'espère. Oui, c'est ça. Bon, du coup, avant de vous libérer et de passer aux prochains invités, on va faire un petit quiz. Donc, Jonathan, je te laisse poser quelques questions. Avec des questions qui ont été... quiz sur les logos, du coup. Quiz sur les logos. Allez. Ah oui, mais... Je vais le faire passer à tout le monde. Donc les logos auraient été un peu altérés. Il faut que je réponde. Ne dites rien, on va passer à tout le monde, c'est un peu compliqué. Comment ? J'entends rien. Alors, petit photomontage de qualité pour altérer les logos. Vous nous dites que c'est... Apple Macintosh ? Apple ? Oui. Alors c'était ça, je pense. C'était ça. N'hésitez pas à jouer dans le chat, on va passer au prochain logo du coup. Plus dur. C'est un peu compliqué. Easy peasy. Peut-être attendre quelques secondes avant de répondre. Ouais, non, là c'est un peu chaud parce qu'on est obligé de faire passer la tablette. Oui. Du coup c'était... Discord. Exactement. Et dans le chat Discord. Non, c'est un peu comme un réseau social, mais avec des cercles plus privés. Ah, vous aviez pas le logo, quoi. On l'utilise d'ailleurs chez Simplon. Ça sera peut-être un peu plus dur. C'est un peu compliqué. Ah ouais ? J'ai une petite hésitation. Mais... Alors du coup, c'était... Non, je crois que je me trompe. Moi, j'aurais dit Nvidia. Motorola. Oui, c'était ça, c'était Motorola. D'ailleurs, qui font des bruits horribles quand on les allume, qui font un petit Hello Moto. Attends, j'ai un message. Oui, c'était Discord. Méto, McDo. C'est bon, je l'ai. Ok. Non. Vous l'aviez pas ? Non. On les a dit. C'était Adobe Photoshop. Oui. Exactement. Attends, on passe au dernier logo. On va laisser un peu répondre dans le chat aussi. Après, il y a peut-être le décalage. En vrai, il est facile. N'hésitez pas à écrire dans le chat vos réponses, même avant que les invités répondent. Ouais, mais je pense qu'avec le décalage, ça va être un peu dur à rattraper. Vous l'avez ou pas ? Décidément, non. J'ai perdu moi. Je reconnais ma magnifique modification. Du coup, c'est Wikipédia. Oui. C'était facile. Bon, mais en tout cas, je vous remercie, Kevin et Philippe, d'être intervenus. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va passer du coup aux prochains invités. Je reste. Okay. Du coup, c'est bon ? Allez. C'est bon ? Bienvenue. C'est bon aussi pour moi ? Je sais pas, oui. Oui, normalement, c'est tout bon. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour ceux qui nous regardent ? Alors, je suis Cathy Favato, je représente Cadcom, qui est mon entreprise en freelance de graphisme et de communication visuelle, plutôt dédiée au print, mais je peux aussi faire... Mais non, on n'est pas obligé d'imprimer, on peut faire aussi en digital, mais c'est pas du web. Voilà, c'est plus du concret, quelle que soit la surface et le support. Donc, j'ai la chance de travailler là aux espaces Mimon en tant
auto-entrepreneur, je suis en entreprise individuelle. Je fais ça depuis, je fais mes 30 ans cette année. Donc, bon. Vous travaillez ici dans des espaces de coworking, c'est ça? Voilà, je suis au coworking des espaces Mimon depuis 5 ans. Donc c'est un espace de travail collaboratif, même si je suis la seule dans mon domaine. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre métier de graphiste, en quoi ça consiste? Alors c'est vrai que le métier de graphiste est assez vaste puisqu'on est amené à synthétiser une idée, une information, un projet, un environnement graphique pour des entreprises ou des institutions. Donc on est un peu le cuisinier de la com, on a des ingrédients et on est chef en cuisine et on doit élaborer un résultat selon le ressenti qu'on veut faire passer. Donc on est vraiment, on essaye de synthétiser tout ça pour avoir une charte graphique, un environnement qui représente l'entreprise. D'accord. Et oui, travailler à son compte, du coup, est-ce que c'est éprouvant au quotidien ou au contraire, est-ce que ça vous anime et justement c'est ça que vous aimez dans votre métier? Alors, travailler à son compte, c'est avoir plusieurs casquettes et on ne fait pas forcément son métier toute la journée, ce qui est assez contraignant et on a envie de faire son métier, de créer alors qu'on a l'administratif, on a le commercial, on a tout ce qui est le côté communication aussi pour nous-mêmes. Et c'est ce qu'on fait le moins bien finalement. Mais il y a plusieurs casquettes dans la journée et les journées sont longues, on ne compte pas son temps et surtout côté créatif, ça peut venir très vite comme ça peut prendre beaucoup de temps, donc on n'est pas limité dans le temps. Mais on aime ce qu'on fait, donc ça permet de rester passionné et polyvalent aussi. Okay. Parce qu'il y a un côté technique aussi à voir, il n'y a pas que la créativité, c'est la maîtrise du logiciel, c'est la chaîne graphique à connaître parfaitement, parce que ce qu'on voit à l'écran n'est pas forcément après imprimable. Ok. Donc, avoir des idées, ça suffit pas. Avoir des idées, ça suffit pas. Finalement, il vaut mieux avoir le côté technique qui ne nous empêchera pas d'être créatif derrière. On n'a pas de limite au niveau technique, donc comme ça, on peut vraiment être créatif et donner libre cours à toutes ces idées et toutes les propositions pour le client aussi, en se disant, voilà, on a un soutien, un conseil technique derrière. Et là, c'est un confort pour tout le monde. Oui. Après, il y a une certaine satisfaction à se faire évoluer comme ça depuis zéro et monter petit à petit. Ah oui, bien sûr, oui. Au quotidien, c'est pas évident, mais c'est vrai que quand on voit le chemin parcouru, on se dit oui, c'est... Puis ça évolue aussi, le métier évolue, comme on a pu voir. En 30 ans, tout le côté informatique, tout ce qui est numérique a vraiment beaucoup évolué en imprimerie aussi. Donc, suivre tout ce qui est technique, technologique avec les différents partenaires, c'est très important de savoir comment travailler pour pouvoir avoir un résultat final à la hauteur des espérances. Okay. Et du coup, Arthur, le chat du coup. Parce que là, du coup, on parle. Donc, du coup, vous êtes graphiste. Oui. Est-ce qu'à Simplon aussi, vous proposez des choses en rapport avec les métiers du numérique d'un côté plus créatif que technologique? Et malheureusement, non. D'accord. Donc là, je suis présent aussi parce que dans mes multiples casquettes, comme tout Simplonien qui se respecte, j'ai fait une reconversion. Donc, je bossais en tant que chercheur avant. Après, je suis passé commercial et dans l'interstice, comme j'ai un diplôme qui est plutôt du marketing stratégique, j'ai fait aussi de la partie marketing stratégique. Donc c'est le côté dont je vais pouvoir vous parler ici avec la partie IA. Du coup, la partie création, moi de mon côté, je suis déjà nul. Et effectivement, Simplon, on se concentre sur les métiers techniques du numérique. Donc ça, c'est de la dev IA, de la cybersécurité. Mais effectivement, on n'a pas attaqué ce marché de diffuser aussi les nouvelles techniques numériques dans les nouveaux métiers. Ça ferait un combat un peu trop important. On reste des acteurs de l'inclusion. Et l'inclusion est déjà c'est une montagne en soi, et c'est pour ça qu'on a choisi de la gravir que sur le dev et la partie infrastructure. Et du coup, qu'est-ce que Simplon peut et a à offrir aux jeunes, du coup? Alors, aux jeunes, nous, ça va être plutôt sur des profils qui sont techniques, donc des dev IA, par exemple. Comme je disais, ça ne m'empêche pas d'en placer dans des contextes, c'est-à-dire qu'ils vont être en entreprise, dans le cadre de leur alternance pour leur formation. Donc là, ils sont en école IA avec Microsoft, et dans ce cadre-là, ils ont 16 mois d'alternance à faire. Et dans les 16 mois d'alternance, par exemple, j'ai des propositions, j'ai des étudiants à moi qui sont déjà positionnés sur de la création de sites web automatisés pour, par exemple, des agences immobilières, soit toute la partie bureau, soit toute la partie immobilier, mais plutôt aux particuliers. Le but, c'est de générer justement ces multiples offres de maisons et de descriptions de maisons qui sont d'habitude faites à la main par les différents
les différentes agences, l'idée là est de le produire en service et qu'il n'y ait qu'un seul développeur qui se charge de ça. Donc on rejoint un peu la discussion tout à l'heure. Oui, il y a parfois de la destruction de métier qui va aller dedans, mais pour créer un nouveau socle d'activité, du coup, ceux qui s'occupent de l'immobilier ont tendance à s'occuper mieux de leurs clients, d'être plus attentifs à eux parce qu'ils ont moins de ces tâches-là à effectuer. Mais voilà, Simplon peut proposer en termes de services et de compétences techniques des moyens de mettre en œuvre l'IA dans des problématiques marketing ou d'analyse de marché, parce qu'on est aussi avec de l'analyse de marché, synthèse des réactions, qui lie les réseaux sociaux, pour voir s'il y a des émotions qui changeraient de la part des utilisateurs en ligne. Ça, c'est un programme sur lequel on travaille aussi avec une entreprise. Ok, si jamais ça intéresse des gens dans le chat, vous savez Simplon.co où vous dirigez. Exactement, n'hésitez pas à m'appeler, on pourra en discuter avec grand plaisir. Ou même sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, je suis dispo aussi, Arthur Millet de Simplon Sud. Mais vous aurez aussi accès à Raphaël si vous êtes plutôt du côté étudiant, parce qu'on se concentre sur les demandeurs d'emploi. N'hésitez pas aussi à regarder nos formations et nos SAS. Parce qu'on fait des petites formations courtes pour voir si justement l'IA ça vous plaît et si vous avez déjà des compétences de marketing et que vous avez envie de transitionner, Simplon est spécialiste de ces reconversions, donc on a tendance aussi à réfléchir à ce que vous avez fait avant pour le mobiliser. Voilà, la création de site web par exemple, j'ai un ancien étudiant qui a des bases de SEO, SEA et qui du coup est pressenti forcément sur ce poste parce qu'il est capable de mettre cette compétence-là en œuvre. Donc voilà ce que peut apporter Simplon par contre, c'est on est capable de vous accompagner dans une transition de métier et si c'est des thématiques qui vous intéressent mais que votre métier actuel ne vous satisfait plus assez, on peut y réfléchir ensemble et vous accompagner dans un parcours. Par exemple, une personne qui avant faisait de la mécanique et qui entre-temps a touché un peu de dev, par exemple JS, Lua. Ouais, j'ai un étudiant qui avant travaillait dans la restauration. On a des gens qui ont travaillé dans de la chaudronnerie, des électrotechniciens, on a un peu de tout en fait. On a même je sais qu'on avait des mères célibataires qui travaillaient, qui n'avaient jamais travaillé de leur vie, qui ont commencé par nos SAS, c'est-à-dire reconstruire un ordinateur, et en fait elles se sont rendues compte que ça leur plaisait, ce contact avec l'informatique. Et en fait il y a une montée en compétences, et là elles vont bientôt passer l'infrastructure, donc TSSR, technicien supérieur système réseau. Mais on reste dans ces métiers un petit peu, ce sera amené parce qu'ils vont faire du cloud, ils vont faire de la gestion de bases de données. Ils sont amenés à travailler avec de l'IA, mais voilà, on les accompagne dans cette logique-là, peu importe le profil en fait. La question c'est est-ce que vous êtes motivé, est-ce que vous avez des compétences que vous pourrez mobiliser, et est-ce qu'on arrivera à trouver une entreprise. Il faut être honnête aussi avec les gens, il y a cette difficulté de trouver l'alternance. Donc ça, j'espère qu'on aura bientôt un développeur en IA qui nous aidera à identifier les métiers sur Simplon, et c'est en cours. C'est vrai que l'étape de trouver un patron est la plus dure. Parfois, c'est dépendant en plus de certains critères de recrutement encore qui sont présents chez certains. Oui, alors c'est moins dur quand on est un jeune qui a un parcours un peu normal, sans brisure. Là, effectivement, ça reste il y a plein de candidatures, mais c'est faisable. Quand on est en reconversion, il y a certaines réticences, et c'est à ça que sert Simplon, c'est de rassurer les entrepreneurs là-dessus. Donc pas hésiter, on les accompagne, on les suit, on les forme en amont aussi. Typiquement, nos IA font de la data en amont. Donc pour rappeler l'importance de la data dans l'IA. Ils font toute la partie data sur 3 mois en intensif pour arriver en entreprise et être compétent. Ok. C'est cool tout ça. Oui, on fait du bon travail à Simplon. J'ai une autre question pour vous, Cathy. Oui. Donc, vous êtes graphiste, vous vous appelez Cathy et votre entreprise s'appelle Catco. Catcom, pardon. Est-ce que vous aimez les chats ? Eh oui, forcément. Forcément, mais c'est vrai que dans mon métier, finalement, je suis plus un caméléon. Parce que chaque thème, il faut vraiment s'imprégner de chaque client, de chaque thème, et du coup, de pouvoir s'immiscer, de pouvoir comprendre, permet d'avoir un meilleur résultat et de travailler vraiment la finalité de ce que demande le client. Et donc j'ai choisi Catcom parce que j'aime les chats et que Cathy ça a fonctionné, mais je suis plus un caméléon finalement. Okay. Donc c'est une bonne question. Parce que j'ai vu le chat c'était un peu l'égérie de mon site, ma carte de visite c'est une petite papate de chat, donc voilà, c'est pas la signature de l'expert parce que c'est déjà fait, mais bon c'est effectivement côté Cathy Catcom, et puis ça marche. Il y en a qui adhèrent pas, mais chacun doit trouver son idée et se sentir bien avec son image, c'est surtout ça. C'est le plus important. Donc j'assume. Est-ce que vous avez régulièrement de nouveaux clients
Ou est-ce que vous travaillez surtout sur une base de clients réguliers qui vous demandent souvent de... Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de clients fidèles depuis des années, qui sont réguliers sur leurs demandes et sur leurs thématiques. Oui. Après, c'est plus le bouche à oreille aussi qui fonctionne très bien. J'avoue qu'effectivement, les cordonniers sont les plus mal chaussés et je ne m'occupe pas forcément de ma communication, par manque de temps et d'investissement de ma part, mais j'ai décidé de remédier à tout ça quand même, de me mettre dans l'air du temps et des réseaux et mettre à jour tout ça. Mais c'est vrai que voilà, mes clients sont très fidèles et ça me permet d'avoir un roulement. Mais je ne suis pas contre avoir des nouveaux clients et de travailler avec des équipes aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, pouvoir venir en mission avec des équipes d'édition. Souvent, j'ai travaillé pour des magazines et venir en joker sur les bouclages, c'est toujours des bonnes ambiances, même si c'est intense, mais j'aime bien travailler en équipe. Des fois, à distance, on arrive à travailler en équipe aussi. On a des projets en commun avec plusieurs graphistes éparpillés dans toute la France et on arrive à travailler. Ça permet d'être nomade aussi. C'est un métier où on peut se poser, du moment qu'on a une connexion Internet, vous faites on ça peut où travailler. Vous voulez, quand vous Exactement. voulez. Donc ça, c'est une grande richesse pour ce métier, c'est d'être vraiment nomade et de ne pas avoir de limite de travail avec qui que ce soit. Il y a des clients que je n'ai jamais rencontrés. Oui, d'accord. Ah oui, à l'étranger ou quoi. Donc on communique que par les réseaux ou par Zoom ou par mail. Mais on se voit jamais. Mais ça n'empêche pas de... clientèle étrangère ? Oui, j'en ai un petit peu. Mais aux États-Unis, donc du coup, c'est... Voilà, il faut parler anglais, là c'est plus difficile pour moi. Ça a une certaine projection pour d'autres clients un peu partout. Bah oui, Ça après donne la voilà, diversité de c'est vrai d'idées. que voilà, c'est vrai que oui, ça élargit le réseau, c'est toujours intéressant. Et puis les compétences sont différentes aussi. Vous avez déjà travaillé en tant que graphiste en entreprise avant ça ou... Oui, bien sûr. J'ai une expérience en salarié, ce qui m'a permis de faire un choix à un moment de plus l'être. Donc vous avez préféré... d'être mon propre patron et de faire mes propres choix. Mais oui, j'ai une expérience de 12 ans en entreprise, en édition. Donc là, c'était vraiment du magazine, des supports papier, des régularités de fréquences de magazine. Donc c'était des deadlines très précises. Mais ça n'empêche pas de continuer. Bah c'est cool, on va se faire un petit jeu, non ? Le petit quiz ? Soit le petit quiz, soit le petit blind test. Quiz ? Allez, on se fait le petit quiz. Vas-y, Jonathan, je te laisse. On alterne chacun ? Vas-y. Une question chacun, tu veux ? C'est un quiz logo ? Non, c'est un quiz. Il va vous poser des questions sur de technologie ou des marques ou des trucs comme ça en général, sur le numérique, quoi. Allez. Le thème de. C'est libre. C'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que ça sera un petit peu plus pointilleux que les logos, mais. C'est toi qui nous a fait. Fais comme tu veux, frérot. Comme je veux. Aïe. Alors nous avons un quiz fait marquant, donc que ça soit sur le numérique ou la technologie en général. Fait marquant. Donc vas-y, pose une question. Bah pour l'entrée en jeu, qui a inventé le cinéma ? Les Frères Lumière, du coup. Les Frères Lumière, oui. C'était la mise en bouche. L'apparition du GIF est apparue avant ou après l'invention du web ? Bah sûrement après. Ah, tu dis GIF ? GIF, on y met un peu toute la prononciation qu'on va éternelle. Pour moi, c'est avant, ouais. Peut-être avant avec les jeux vidéo, des choses comme ça, non ? Eh ben, la réponse était bien avant. Ok, moi j'aurais pas pensé ça, ouais. T'as une date ? Alors, non, pas noté de date. Alors, le quiz. Allez, pose d'autres questions, monsieur. Je suis impatient, moi. Vas-y. Alors, quel est le film qui a passé le plus de temps en première place au box-office entre Titanic, Avatar et Star Wars 7 ? Avatar. Vous dites Avatar ? Ouais. J'aurais dit Titanic, moi, pour la durée au box-office. Ok. Et bah, c'est Avatar qui a passé plus de temps au box-office. oui, Titanic je crois que était juste Titanic, c'est derrière. juste le plus vendu, mais il a pas passé plus de temps au box-office. Allez, monsieur. Allez. Quelle a été la première utilité de la webcam ? Entre surveiller l'entrée d'un magasin, surveiller le café et surveiller les troupes à l'armée. Oh, c'est sûr, c'est le café. Voilà, les troupes à l'armée. Moi, je vois bien le dev qui est pour son test s'est dit « Mais je pourrais peut-être surveiller mon café, voilà. » Et bah c'était pour le café. Ah oui, c'est bien ça. Les geeks sont des flemmards. Je connais mes devs. Plus fort que l'armée. Ah ouais, putain.
C'était inventé pour surveiller le café, de base. Ouais, pour le café, c'est ça. Ouais, les gifs. Je pense qu'il avait mis le truc à décanter et il vérifie quand est-ce que c'était rempli pour y aller couper. Putain, j'ai regardé parce que c'est un peu si bizarre quand même. Alors, quels sont les premiers moteurs de recherche parmi ces trois-là, entre Google, Lycos et AltaVista? Je me dis Lycos par vieillesse. Mais... Alors, il y a deux réponses. Ah, deux réponses possibles, bah, c'est Lycos et AltaVista. Ouais, je pense que Google, finalement, on pense à lui, mais c'est Ouais, pas forcément ça. C'était bien ça. Je commençais à utiliser Lycos au début, donc c'est pour ça que Ah ouais Donc, c'est sûr. Moi, j'ai connu aucun des deux. Ah, j'ai commencé très très tôt l'informatique. Je devais avoir 6 ans, 6-7 ans, donc c'est pour ça que je connais ces trucs-là. Alors, question de Grolich. Quel est le premier jeu avec un multijoueur en ligne type MMO entre Ultima Online, StarCraft et Warcraft? Le premier que t'as dit, c'est Ultima Online. Ça doit être Ultima, parce que Warcraft, StarCraft, c'est un peu tardif. Ouais. Ultima. C'était bien ça. Vas-y, tu peux prendre le relais si tu veux. C'était Ultima. Donc là, on va changer de jeu, on va faire un blind test son. Ça veut dire, la régie, d'ailleurs merci la régie, hein. On va diffuser des petits sons d'objets technologiques, par exemple le bruit quand j'allume mon téléphone, c'est quelle marque, de quel téléphone, enfin... Vous allez vite rentrer dans le jeu, ça va être sympa. N'hésitez pas dans le chat aussi à donner vos réponses. Ça sera peut-être un peu plus simple. Et je pense qu'on va commencer avec le premier son. Tranquillement. Régis, si tu nous entends, envoie le son. Et là, du coup, on est tous prêts à répondre. Un peu fort le son. C'est l'arrivée d'un mail. J'ai été à préparer le quiz. Moi mais j'aurais je dit m'en un souviens message plus du tout. Facebook, mais... Ouais, c'est ça, c'est une notification Facebook. C'est vrai que moi, je suis tout le temps sur vibreur, alors du coup... Est-ce que vous pouvez nous envoyer le prochain son, s'il vous plaît? Mais la réponse. C'est un bruit, ça? Oui. Ouais. Ah là, ça vous pose une colle, là? C'est dans la poubelle, peut-être? Suppression de fichier. Ouais. Donc, Oui, sur, oui. Corbeille? Ouais, Corbeille, j'aurais dit Aussi. aussi, ouais. Corbeille. Mais c'est le bruit de quand on verrouille un iPhone. Ah, Oh là, oui. Mais c'est vrai que si vous êtes tout le temps sur vibreur, bah, ça va être compliqué à entendre. De spécifique à l'iPhone? C'est ce bruit J'ai jamais eu exactement sur les d'iPhone. iPhones. Ah ouais. Ah, pareil. Désolé. Presse F. C'est pareil. I respect. Hein? Dolby Surround. Non, c'est pas celui-là. Là, je me sens bien. Une petite idée. Ouais, c'est vrai, je croyais que c'était le Dolby, mais pour moi, c'est un démarrage de télé, genre. Alors, un C'est petit démarrage indice. C'est pas côté ordinateur, plus côté. Ah, PC Master Race. Un son comme ça, peut-être une Wii, peut-être Non. Nintendo qui ferait du doux, là. C'est une Sony, ça. Sinon Sony. Vous avez aucune idée? Ah, aucune idée, non. C'est le bruit de lancement de la PS3. Ok, c'était Sony. Ah, ouais. Et oui, c'était Sony, exactement. Je suis plus Nintendo, alors. Ouais, pendant 2 secondes, la personne pour Xbox en moi a pensé à Xbox, mais je me suis trompé. Eh non, c'était pas Xbox. Oui, c'est mieux de jouer sur PC, mais Mais j'avoue, je suis PC Master Race. faut commencer donc, quelque part. Ça, c'est le démarrage du Mac. Ah, ça, c'est la le bonne démarrage réponse du Mac. instantanée. Ça se voit l'habitué. Ouais. Et oui, c'était bien ça. Ouais, Toujours qui pète les oreilles au démarrage. les bons vieux Macintosh pour le démarrer discrètement quand on C'est n'est pas en ça. norme. C'est pour ça que j'ai toujours préféré Windows à ce niveau-là. Et pas parce que Microsoft est notre partenaire. Non, pas de placement de produit, sinon faut citer 3 marques. Microsoft, Apple, Meta, c'est nos 3 partenaires. Allez, c'est parfait. Et peut-être un dernier. Pas du tout. Motorola. Presque.
On a dit Nokia dans le public, c'est presque, mais c'est pas ça. Ouais, Samsung à la limite, effectivement, je l'ai entendu dans le public. Ah oui, c'est ce qui a dit Samsung. Bien vu, c'est bien vu. C'était quand on démarre un Samsung Galaxy et quand elle est au démarrage. Je savais même pas qu'ils faisaient un bruit de démarrage de Samsung. Bah, avant, maintenant, ça va, mais ils sont calmés. C'est trop chiant, t'imagines, t'éteins ton téléphone, puis tu rentres dans le bus comme ça, tu le démarres. Soyez à l'affût, soyez à l'affût. C'est dit que ça. Ah, je me sens nul. Telegram? Non, c'est pas Telegram. Si, je laisse les gens répondre, madame. Vous n'avez pas aucune idée? Non. Si je dis pas de bêtises, non, c'est quand c'est la télé Sony, quand on l'allume. Ah ouais? C'est trop fort. Vous avez des télé Sony ici? Et c'est le dimanche matin, quand tout le monde dort, on allume la télé, et puis d'un coup, le gros bruit, ça fait peur, ça marque. Et là, ça traumatise. J'ai abandonné la télé à mes 18 ans. La quoi? Voilà. Ah oui, le truc qui sert à brancher l'ordi. Ouais, exactement. Enfin, j'ai une télé, mais il y a effectivement un ordi qui est branché dessus, ouais. Message, ça, mais... Twitter. Noti. Ouais, message... Ah putain, elle a dit la réponse. Ouais, c'est ça, c'est Twitter. Bien joué. Bravo. On sent d'un côté le gamer et d'un côté la communication. Ouais. La rivalité. Je reconnaîtrais plus de son de Warcraft 3 quand même. Windows. Ouais. Démarrage. C'est fait à Windows. Ah. Ah, là, il a un petit souci, ouais. Ça, c'est quand on roule la tête sur le clavier. Donc. C'est pas pire que quand on met Erreur les touches 18. réamantes, là. Ouais. Mais quand tu t'appuies sur plus de 4 ou 5 touches et que t'as pas la prise en charge de ces 4 à 5 touches par ton clavier, ça fait aussi le donc. C'est pour ça que je disais roulage de tête sur le clavier. Allez, on passe au dernier bruit du blind test. Démarrage Xbox. Quelqu'un l'a dit dans le public. Et bien joué. C'était bien Xbox. Laquelle? Tu savais du coup? Ouais, j'ai des amis qui avaient des Xbox. Ok. Attends, c'est de la toute première que t'avais cherché? Non, c'est Non, même c'est la pas la série... De la One à la série S, c'est ce son. Quand Ouais, tu je me suis démarres. arrêté à la Série One X. tout court, moi. Ah. Moi, j'ai commencé. Bon, eh bien, merci à vous deux plaisir. d'être Bah, venus. c'était un plaisir. Merci beaucoup. On a passé un bon moment avec vous et merci Intéressant, surtout. d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu présent. Merci d'être resté Tout du long. tout du long. C'était un plaisir. Mais ne quittez pas dans le chat, c'est presque fini. Mais avant, on va accueillir quelques personnes de Parcours de Femmes qui vont nous raconter leurs expériences. Avoir répondu présent et du coup, Oui, encore pour moi. Alors du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter en bref et Je nous- commence Comme tu veux. Oui, après je peux remettre un peu le contexte. Oui, allez-y. Donc, par rapport à l'association Parcours de Femmes, donc nous accompagnons donc des personnes en reconversion professionnelle. Donc par rapport à la présentation du Cannes Déclic aujourd'hui, nous avons demandé du coup à des dames que nous avons donc suivies donc à l'association de venir en fait témoigner de leur expérience du coup dans cette quête de la reconversion dans le numérique. Donc nous avons eu la chance d'avoir 3 dames qui ont du coup bien eu la gentillesse et la motivation donc, pour venir nous raconter un peu leurs expériences. Donc nous avons donc Marie qui est à mes côtés, donc, qui va vraiment du coup vous faire un peu un tour d'horizon de son expérience. Et donc voilà, c'est une très belle expérience, une vraie fierté aussi pour nous. Donc voilà, on veut la mettre à l'honneur aujourd'hui pour le Cannes Déclic. Merci beaucoup. Bon, du coup, c'est à moi. Moi, je m'appelle Marie, j'ai 27 ans. Donc, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Et j'ai commencé ma reconversion professionnelle il y a à peu près 3 ans. Donc, ça a été un parcours semé d'embûches. Parce que quand on a un enfant, on ne peut pas faire les horaires comme on veut.
Et bon, moi à l'époque j'étais encore en couple, maintenant je suis séparée, donc il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, donc résultat j'ai mis un peu ma reconversion de côté. Mais du coup je fais mes cours en distanciel par une école en ligne. Et la clé pour moi des reconversions c'est la motivation. Parce que les seules limites qu'on a, c'est les limites qu'on se met en fait. Et il faut réussir à laisser tomber toutes ces barrières qu'on se met en fait. Donc le temps de se dire oh, bah, je mets ça plus tard, mais c'est pour tout, hein, ça marche pour tout ça. De dire oh, bah, je mets ça plus tard, c'est bon, c'est pas grave, je ferai ça demain. Et en fait se dire je le fais et y aller, tout simplement. C'est vrai que moi j'ai mon petit garçon. À côté de ça, pour pas vous cacher, avant j'étais paysagiste. En fait j'ai fait cette reconversion parce que j'ai une pathologie qui se voit pas. Et en fait on m'a dit vous êtes inapte à votre métier. Et on m'a dit, vous faites une reconversion dans le numérique. Donc, je suis tombée des nues. Je fais quoi? Je sais pas du tout, je suis perdue. Le développement, ouais, ok. La page noire avec toutes les lignes vertes, c'est bien gentil, mais c'est beau dans les films. Et donc, en fait, j'étais vraiment, waouh, je fais quoi maintenant? Et en fait, pierre après pierre, petit à petit, pas après pas, bah, on apprend. Parce que le cerveau est fait pour apprendre. Pareil, il y a beaucoup d'âmes que j'entends, notamment une qui est avec nous aujourd'hui. Limite d'âge, elle a 44 ans et elle dit... Ouais, j'adore apprendre, mais est-ce que c'est encore mon âge? Est-ce que je peux... Il y a beaucoup de personnes qui se mettent des préjugés, des barrières bêtement, qui sont légitimes, hein, je peux le comprendre, parce que moi-même, comme je vous disais, ça fait 3 ans que je fais ça. Et c'est vrai que les barrières, elles viennent facilement, vraiment. Entre l'ego qui dit « ouais, tu vas pas y arriver, c'est compliqué, machin », et puis les barrières du quotidien, donc d'être maman, le temps, etc. Mais c'est vrai que les barrières, elles arrivent vite, mais il faut se tenir bon et se dire c'est pour du mieux, et en fait... les limites, les laisser de côté, quoi, et y aller, et foncer. Et puis moi, j'en suis que contente. Et du coup, vous travaillez dans quoi actuellement? Je suis toujours en reconversion professionnelle. En reconversion, voilà. Donc grâce à Parcours de Femmes. Donc et un soutien énorme, parce que si vous voulez, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'association. Oui. C'est une association qui accompagne énormément de dames, qui font beaucoup pour les femmes, et c'est vraiment un soutien énorme, vraiment. Et je pense que sans elle, j'aurais peut-être lâché ma formation. Ok. Qu'est-ce que ça peut vous apporter au quotidien, justement Beaucoup de choses, parce que quand on vit ce que j'ai vécu, ce que les femmes ont vécu, on se met énormément de côté, on s'oublie. Et Parcours de Femmes a été ce fil pour me tenir bon, quoi. Voilà. Et du coup, vous êtes en reconversion, vous avez... déjà l'intention d'un métier visé, je veux dire, dans le numérique? J'ai un métier visé, ouais. Qui fait partie un peu de l'utopie, du rêve et tout, c'est les jeux vidéo. Ok. Voilà, les jeux vidéo, mais c'est vrai que mon langage de prédilection que j'adore, c'est le C++ et le C#. Sauf que là, je parlais avec le jeune homme qui était là tout à l'heure, et lui, il m'a un peu motivé Python, donc maintenant, je suis un peu retournée en guerre entre Python et C#, hein, donc voilà. Donc, mais ouais, les jeux vidéo, ce serait vraiment top. Vraiment. Ok. Bon, voilà. C'est cool ça. Un peu de positivité. Donc, au moins une route, une voie où vous savez où déjà aller. Exactement. La route est toute tracée juste. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que, vous n'avez pas fait ça par vocation de départ. C'est vraiment arrivé. La vie, quoi. Et, c'est ça. Et finalement, vous avez rebondi, mais au final, ça vous plaît quand même. C'est ça, en fait. C'est parce que pour moi, j'allais travailler dans les jardins. C'était vraiment ma passion. J'étais passionnée de botanique. Okay. J'ai dit, je continue là-dedans. Ça va faire 10 ans que je faisais ça. J'ai commencé à travailler à mes 16 ans. Et en fait, voilà, du jour au lendemain, en un mois de temps. Donc c'est vraiment un choc, hein, parce que, pour rien vous cacher, à l'époque, je marchais plus. Donc parce que c'était vraiment une neuropathie, donc je marchais plus. Donc il m'a fallu 1 an de rééducation, donc ça a été très dur, ça a été un moment de ma vie très dur, mais nécessaire parce que j'aurais pas eu ça. Peut-être que je serais encore dans les jardins, me casser le dos, désolée de dire ça. Et là, en fait, de m'orienter sur quelque chose que jamais j'aurais pensé que j'aurais fait, parce que les PC, j'y connaissais vraiment rien, mais rien du tout. Et de voir que j'y arrive aussi, c'est ça que je dis aussi, c'est que la route, elle est sinueuse, mais c'est gratifiant parce qu'au bout, quand on fait notre code, qu'on voit le rendu, on se dit c'est qui l'a fait? C'est moi en fait. Et c'est gratifiant et ça nous, comme j'aime bien dire, ça nourrit l'âme en fait, parce qu'on se dit j'en suis capable, je peux y arriver, regarde ce que j'ai fait. C'est très satisfaisant. Exactement. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un métier que si les gens ils doutent, envoyez-les-moi, je vais les motiver. Du coup, vous serez plus de la team de ceux qui diraient aux gens qu'à n'importe qui, à n'importe quel âge, peut se reconvertir. Tout est réalisable, du moment qu'on a la volonté. Ouais. N'importe quel niveau, oui, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières parce qu'ils ne savent pas
exercer le domaine qui leur plaît. Comme on disait tout à l'heure avec Cathy, il n'y a pas que les idées ne suffisent pas. Mais au final, on peut apprendre à tout âge, n'importe quel niveau. Le cerveau est fait pour apprendre. Parce que comme vous disiez, vous y connaissez rien au PC. Et maintenant, vous nous parlez de langage de code, c'est passionnant. C'est un monde parallèle au nôtre que beaucoup en fait, sous-estiment, que beaucoup ne voient pas. Et quand on a les pieds dedans, c'est tellement vaste qu'il y en a pour tous les goûts. Quelqu'un qui est comme moi, parce que moi je suis une aventurière, pardon. Je suis très à rechercher le pourquoi du comment, à peaufiner la chose. Donc en fait, c'est pour ça que le C#, c'est quelque chose de super intéressant, où je m'y retrouve complètement. Mais quelqu'un qui n'est pas trop motivé, qui ne sait pas trop, il se dit bon, j'ai pas envie de pousser trois choses, il s'arrête au WordPress, HTML, CSS, le balisage, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc après, c'est vraiment la motivation et s'y retrouver aussi. Parce que s'il y a des gens qui aiment le contact humain et tout, c'est sûr que derrière un PC, c'est un peu limité, quoi. Ok. Et on parle justement beaucoup de parcours de femmes. Quel est votre rôle, vous, par rapport à parcours de femmes? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience aussi? Alors moi, je suis médiatrice sociale. D'accord. Donc moi, je suis assez polyvalente à l'association. Donc en fait, je coordonne des cours de français. Ok. Parce que voilà, on a un public aussi. On a un accompagnement spécifique pour les personnes étrangères. Donc on a des cours qui sont organisés sous 3 niveaux. C'est justement aussi pour travailler sur cette fameuse insertion socio-professionnelle, parce que c'est un terme qui est assez vaste, qui du coup regroupe plusieurs réalités. Ensuite, on a aussi d'autres ateliers aussi pour travailler d'autres thématiques. Donc on a un atelier potager que je co-anime aussi avec le technicien maraîcher, Loris, que je salue au passage. Donc par rapport au potager, en fait, on accompagne les dames sur le soutien alimentaire, plus que sur la technicité en fait, des moyens de production. C'est vraiment un atelier qui est solidaire, collaboratif. Après, on a aussi des ateliers pour travailler aussi sur l'estime de soi, sur aussi l'image de soi, donc des ateliers esthétiques, donc des ateliers aussi expression, danse corporelle. Donc en fait, par rapport à tous les thématiques d'ateliers que l'on propose, c'est vraiment dans l'idée d'accompagner un peu la personne pour un peu lever les freins qu'une personne peut du coup se mettre, ou que la vie a pu lui mettre. Oui. Mais voilà, que dans l'idée, on essaye un peu de répondre au mieux du coup à toutes ces problématiques-là. D'accord. Donc c'est vraiment un accompagnement spécifique individuel qui bascule après sur des ateliers dits collectifs. Et voilà. Donc moi, par rapport vraiment à ma présence ici au Cannes Déclic, c'est que j'ai pris récemment les rênes de l'atelier emploi et numérique, donc en collaboration avec Valérie. Donc là, vraiment l'idée de l'atelier numérique, c'est vraiment de mettre à disposition des ordinateurs dans une salle et que les personnes, on peut les accompagner, soit pour de l'aide aux démarches ou alors vraiment dans l'idée de se familiariser aussi avec l'outil informatique. Parce qu'en fait, pour certaines personnes, et je pense notamment à des personnes qui sont récemment venues en France ou même des personnes qui n'ont jamais eu vraiment l'occasion d'utiliser un ordinateur, il y a une vraie peur en fait de l'ordinateur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas savoir, ou honte aussi de dire je ne sais pas faire. Donc on essaye d'y aller petit à petit, de leur apprendre à prendre confiance en elles, à se familiariser petit à petit, la souris, l'écran, plein de petites choses comme ça. On essaye vraiment de prendre ce temps-là. Petit à petit. Voilà. Et après, on a aussi des niveaux où il y a des personnes qui maîtrisent peut-être un peu mieux l'outil informatique. Et là, ça va être plutôt de l'aide pour la rédaction de CV, de l'aide de motivation, des démarches, je dis par rapport à la CAF, la sécurité sociale. Vraiment, on est dans l'idée de faire avec la personne, mais pas faire à sa place. C'est-à-dire vraiment de favoriser aussi l'autonomie de la personne. Et vraiment d'être un peu l'interface entre du coup la personne et l'ordinateur. Voilà. Après, donc comme je vous disais, par rapport à vraiment mon poste, il est assez polyvalent et puis ça me plaît bien. Mais tant mieux. On a justement un message du chat qui vous dit « On vous souhaite plein de bonnes choses dans votre reconversion ». Voilà, merci beaucoup à toi. Merci. Il y a quelques messages de soutien. Comment ? Quelques messages de soutien. Quelques messages de soutien, oui. Bravo aussi de Yves qui était là tout à l'heure, mission locale. Donc tout à l'heure,
Je disais qu'il y avait des réponses du public pendant le quiz, et c'était vous. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous étiez bien... C'était la dame assise à côté de moi. Oui, pas mal de bonnes réponses, donc pourquoi pas en faire un petit avec vous aussi. C'est les mêmes que tout à l'heure, c'est bon? Non, c'est pas les mêmes. C'est d'autres questions. Bah écoute, on s'était arrêté à mi-quiz, on va faire la suite. Alors, on va poser 2-3 questions. Oui. Donc, quel est le nom du premier film d'animation sorti en Europe entre Les Aventures du Prince Aladdin, Cendrillon et Les Voyages de Gulliver? C'est ton époque, ça. Oh là. Film d'animation. Il y a Aladdin, il y a quoi? Les Aventures du Prince Aladdin, Cendrillon et Les Voyages de Gulliver. Ça s'appelle le voyage de Gulliver? Moi, j'aurais dit... Je pense qu'Aladin est plus ancien que Cendrillon, mais je suis pas sûre. Bon, je vais être cash, je suis une briquiche en cuisine. Voilà. Hein. Ouais, je dirais le voyage de Gulliver, je sais pas. Ça me en semble animation. Ouais, mais en animation, je le vois pas. Moi, je vois le film en fait, mais je vois pas le. Ah non, je me suis trompé, j'ai mal lu. Les Aventures du Prince Ahmed. C'est ma faute. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Je sais pas pourquoi j'ai pensé. On est sûr que c'est Cendrillon, c'est pas Blanche-Neige, on est sûr. Hein. Cendrillon, c'est mon cerveau qui a mal. La bonne réponse c'était Les Aventures du Prince Ahmed, du coup, et pas Aladdin. Ah, bah j'étais dans la dernière proposition, on va dire. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Hein. On va poser une dernière question, du coup. Mon cerveau. Mets-toi en route. Donc la réponse? On l'a dit. Mais pose une question. Ouais. Non, mon cerveau a déconnecté. Peut-être qu'il parlera un peu plus. En quelle année a été créé YouTube? Entre 2005, 2001 et 2009? Sachant qu'il y avait Dailymotion avant, je dirais 2005, 2009 et 2005, 2001 et 2009. Je dirais 2001. Je dirais 2001 aussi. Ouais. Mais non, dans 2005. 2005 parce que Dailymotion, je m'en souviens. Et 2005, j'avais 10 ans. Ouais, je pense que c'est même un peu. Oh, moi, j'aurais dit 2005. Bah, 2005 était la bonne réponse. La bonne réponse. Voilà. Bravo, Marie. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu. C'est tout. Bon. On a passé un bon moment et en tout cas, oui, comme l'a dit Super Lavette dans le chat, on vous souhaite plein de bonnes choses dans votre reconversion. Bonne continuation aussi. Et merci beaucoup. Bah, merci à vous. Peut-être qu'un jour, on tombera sur un jeu et vous en aurez fait une bonne partie. Voilà. Ouais. Ne bougez pas le chat, on va accueillir un dernier invité. Vous présenter avant toute chose. Alors, Michel Gomez, je suis femme manager au sein du Logis des Jeunes de Provence à Cannes. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est espace public numérique et en général de tout ce qui touche à l'informatique au sein de la structure. Ok. Du coup, vous travaillez à l'espace Mimon et plus particulièrement avec le Fab Lab. C'est quoi le Fab Lab? Alors le Fab Lab, c'est quelque chose qui est au sein de notre structure relativement récent. On commence à en voir pas mal en France maintenant. C'est quelque chose qui est relativement nouveau, même si ça tend à se développer. Fab Lab, c'est une contraction, c'est un acronyme de laboratoire de fabrication. En fait, c'est un espace à l'intérieur duquel les gens peuvent disposer de nombreux appareils, machines-outils qui leur permettent de réaliser leurs projets et de découvrir ce que l'on peut réaliser grâce aux nouvelles technologies appliquées sur ce type de machines, comme des imprimantes 3D, comme des imprimantes pointeurs de découpe pour la réalisation de tout ce qui est stickers, tout ce qui est transfert sur tissu, des machines à gravure et découpe laser qui permettent de réaliser de très nombreux objets. Ça peut être aussi des brodeuses numériques, etc. Et d'autres utilisations d'autres matériels comme des presses à chaud, des scanners 3D, ce genre d'appareil. D'accord. On a Yves qui nous dit vraiment Michel. Tout ce qui va être création, un peu développer la créativité des jeunes. Ça peut être à destination de tout public et en fonction des publics, les gens peuvent soit venir avec un projet précis qui va être la réalisation d'un objet, soit la découverte de technologies particulières. Savoir comment où récupérer des fichiers par rapport à une imprimante 3D, comment modéliser un objet si on ne trouve pas sur Internet le fichier que l'on souhaite, comment imprimer, comment préparer le fichier, comment imprimer cet objet, etc. Donc en fait, au niveau des technologies, c'est toute une palette d'outils qui permettent aux gens soit de découvrir des savoir-faire, soit de découvrir des technologies à un usage professionnel ou personnel. Okay. Et qu'est-ce que ça peut apporter aux entreprises du coup? Alors pour les entreprises, c'est assez intéressant. Alors tout dépend de leur activité. Pour certaines, ça peut leur permettre de faire du prototypage. Okay. Donc réalisation de pièces qui auraient été relativement complexes à mettre en œuvre au sein de l'entreprise ou qui auraient nécessité de passer par différentes structures et qui leur coûtent relativement cher ou ça peut être relativement long. Là, les gens peuvent par eux-mêmes modéliser un objet, venir l'imprimer,
tester, vérifier le concept, vérifier si leur idée est bonne ou pas. Ça peut être pour un infographiste de réaliser soit du prototypage ou des petites séries, réaliser des stickers, des transferts, réaliser des plaques des plaques de communication, plein de choses comme ça qu'ils peuvent être amenés à faire pour des entreprises. Ok, d'accord. Donc des outils de communication et des objets publicitaires style stylo qui peuvent être gravés, pas mal de choses diverses et variées, sur des séries relativement limitées, parce qu'on ne va pas avoir nous la prétention en tant que Fab Lab. Si vous venez demain en me disant je voudrais réaliser 1000 stylos gravés, je vais vous dire non, vous oubliez, il y a des sites spécialisés pour ça, des structures ont ce métier. Nous, on va vous permettre de faire une petite série, peut-être 50, 100, ou quelques exemplaires très spécifiques. Parce que là, si vous le faites sur des structures spécialisées, ça va vous coûter beaucoup plus cher que nous, forcément. Et l'avantage, c'est que vous n'aurez pas la proximité et la réalisation quasi immédiate, en fait. Donc, soit on va aider une entreprise à réaliser un produit, soit pour un particulier, on va l'accompagner vers cette technique pour qu'il le fasse par lui-même. Et souvent, les gens ne maîtrisant pas tout, c'est nous qui allons participer à la réalisation du projet. D'accord, ok. Et quels sont les potentiels emplois liés à ce dispositif ? Alors, en fait, le Fab Lab en soi, il y a le titre qui est en train de se mettre en place de Fab Manager, donc une personne qui est en charge de la gestion, l'organisation, les commandes, les produits, les formations, qui gère la structure en soi et qui peut soit gérer la structure et disposer de personnes avec lesquelles elle va travailler, elle va dispatcher sur ces différentes personnes des tâches à réaliser, soit les faire elle-même en fonction de la taille de la structure. Ça, c'est une première chose. Après, les métiers spécifiques auxquels ça s'adresse, on peut très bien avoir quelqu'un qui est imprimeur et qui vient utiliser pour l'outil s'il n'est pas sur place. Mais l'outil s'adresse surtout à des travailleurs indépendants en soi et à des particuliers. En fait, il n'y a pas 50 millions de métiers liés à la structure elle-même. Ça va surtout être des femmes managers qui vont avoir en charge soit de gérer directement l'ensemble, soit de dispatcher à des personnes qui vont travailler plus spécifiquement sur certaines machines. Donc ils vont demander des connaissances sur des logiciels de création graphique, etc., ce genre de choses, ou de modélisation. Voilà. Ok. Et du coup, c'est ouvert à tous ? C'est ouvert à tout public. C'est-à-dire que nous, de par notre structure, étant donné qu'à la base, notre cœur de métier, en dehors du fait qu'on a pas mal de choses, ce qu'on fait aujourd'hui, le cœur de métier à l'origine, c'était l'hébergement de jeunes entre 16 et 30 ans d'activité. On a en soi énormément de jeunes qui peuvent utiliser et qui utilisent pour certains notre structure pour la réalisation de projets dans le cadre de leur étude, d'autres pour des cadeaux qu'ils veulent faire à des personnes. On peut avoir un ingénieur qui vient faire un prototypage, un infographiste qui vient travailler, quelqu'un qui veut faire cadeau des porte-clés personnalisés à des membres de sa famille ou des t-shirts. C'est très varié. Okay. C'est aussi bien les jeunes que nous hébergeons que pas mal d'associations avec lesquelles on est en relation et pour lesquelles on sert de support, qu'on héberge ici, qui utilisent notre structure, ou des gens qui sont dans le cadre du coworking, des travailleurs indépendants, des infographistes ou autres, qui peuvent par exemple utiliser nos prestations. D'accord. Et tout public qui suit des formations chez nous d'ailleurs. Oui, pour recontextualiser pour le chat qui dit des jeunes que nous hébergeons, l'espace Mimon c'est aussi un foyer du coup pour jeunes, donc c'est pour ça que emploie ce terme-là. J'avais une autre question. Vous, c'est quoi votre rôle exact, le rôle exact que vous jouez au quotidien dans ce dispositif ? Alors moi, je m'occupe du Fab Lab, donc à la fois au niveau formation, au niveau technique, au niveau gestion. Donc je gère la totalité du Fab Lab, ainsi que l'espace public numérique pour tout ce qui est formation, informatique, etc. Je gère tout ce qui touche à l'informatique, ça va rentrer dans le cadre de mes attributions. Il y a ça, et après il y a une partie qui est spécifique au foyer, mais qui est totalement différente, qui est celle de l'accompagnement de jeunes dans le cadre de projets ou en général, et de l'animation. Ok. Et du coup, vous êtes aussi passionné par tout ce qui est technologie Vu mon âge avancé, j'ai vu évoluer les choses. Donc forcément, si on n'aime pas ça, on ne fait pas, et à un moment donné, il faut se tenir au courant des évolutions. Donc dans ce genre de métier, que ce soit la formation en pure ou le management dans tout ce qui est gestion du Fab Lab, etc., vous êtes obligé d'évoluer avec les technologies, vous êtes obligé de vous maintenir pour être toujours à niveau. Donc si vous n'êtes pas curieux, forcément, et si vous n'aimez pas ça, il vaut mieux changer de branche, quoi. On a une question d'un petit clown dans le chat qui s'appelle Yves, qui demande est-ce qu'il est possible d'imprimer 3D en 3D ? On va lui dire que oui. On peut tout faire finalement. On peut pratiquement tout faire, oui. Mais vous avez dit les Fab Labs, et ça veut dire qu'il y en a dans toute la France ? Alors il y en a de plus en plus, et maintenant on trouve pratiquement partout en France, pratiquement partout.
tout le territoire, il y a un maillage qui n'est pas encore sur la totalité du territoire bien évidemment, mais ça tend à se développer et il y a de plus en plus de structures qui sont soit liées à la formation, soit liées à l'accompagnement de jeunes qui tendent à ouvrir des Fab Labs. Alors souvent les Fab Labs sont ouverts en coopération avec une autre structure qui est comme celle que nous on dispose, c'est-à-dire le musée virtuel en rapport avec la Villette. Souvent il y a un couplage qui est fait entre la partie culturelle pure et la partie Fab Lab, c'est ce que d'ailleurs on a fait dans le cadre d'animation cet été, où des gens pouvaient accéder à des conférences sur l'Égypte ancienne ou autre, et ensuite passer dans notre atelier et repartir avec un t-shirt avec, en fonction de ce qu'ils avaient choisi, une image d'une déesse ou d'un dieu et leur prénom écrit en hiéroglyphes, et c'était réalisé, transféré sur les t-shirts, etc. Donc on couple à la fois la partie culturelle et la partie technique et réalisation. Okay. Il y a une question dans le chat qui dit le Fab Lab est-il ouvert à tous? Oui, vous avez déjà répondu, le Fab Lab à tout public. Ok, bon, c'est intéressant. Sans limitation, pas de classe d'âge ou autre, pas de problème. Vous savez à peu près, il y en a combien déjà de... Le nombre de Fab Labs en France, je ne serais pas en mesure de vous donner un nombre exact, je vous dirais une bêtise. Mais ça augmente relativement vite. Lorsqu'on a ouvert le nôtre, dans le département à l'époque, il n'y en avait véritablement qu'un. Il était à Sophia Antipolis. Okay. Et depuis, ça s'est multiplié. Nous, on a ouvert, on est en phase de travaux, on a ouvert à l'issue des travaux. Et on sait que dans le même laps de temps, il y a d'autres Fab Labs qui commencent à naître. Il y en a des moins bien équipés ou plus spécialisés qui ont ouvert et qui touchent à différents domaines. Mais ça tend à se développer quand même. Oui, donc il y a un moyen de les trouver assez facilement. Généralement, lorsque vous scrutez, que vous voulez rechercher les Fab Labs, théoriquement, il est censé, lorsque vous faites une recherche sur Google, vous êtes censé accéder à des sites qui vous permettent d'en trouver un certain nombre. Le problème, c'est que tout dépend à quelle structure ils sont reliés, et c'est pas forcément aussi facile que ça. Puisque certaines sont associées à des organismes de formation, d'autres à des structures liées à la formation touchant plutôt les jeunes, les publics jeunes, etc. Et ils n'apparaissent pas tous forcément sous une dénomination Fab Lab en tant que telle. Oui, mais ce sont des Fab Labs. Voilà. Donc, mais on arrive quand même à les trouver. C'est le même principe. Ouais. Et on a justement un message du chat qui dit que la Fondation Orange soutient pas mal les initiatives de Fab Lab. Alors, effectivement, nous, lorsqu'on a créé notre Fab Lab, on a bénéficié de différents financements et de soutien de différentes fondations. La Fondation Cannes, la Fondation BTP+, et la Fondation Orange, qui nous ont permis de créer notre Fab Lab et de pouvoir nous équiper avec différents matériels. Alors que Orange fait pas mal dans ce domaine-là, et soutient, il y a pas mal d'actions auprès de différentes structures sur des contenus qui touchent plus à l'utilisation de tout ce qui est smartphone, les risques liés à l'utilisation des smartphones, tout ce qui est phishing, etc. Et qui travaillent aussi en partenariat avec les Fab Labs comme le nôtre et qui mettent en œuvre différentes actions. Ok. Bon, est-ce que vous vous sentez chaud pour un petit... parce qu'on a fait des jeux avec tout le monde depuis tout à l'heure, à chaque invité. Là, on va faire un petit quiz logo. Donc, en gros, il y aura des logos affichés, regardez, juste ici. Et alors, je vais être obligé de mettre mes lunettes. Ah ouais, je suis un peu loin. Vous allez devoir trouver de quel logo s'agit-il. N'hésitez pas à répondre dans le chat, à jouer aussi. Hein. Ouais, allez-y, vous pouvez la prendre. Ah, mais c'est Amazon. Amazon, bien joué. Là, ça répond vite, rapide. Et surtout là, ça a éclaté une question avec un petit message caché, enfin une signification. J'ai un doute. Attends. Mais surtout, Amazon... Je préfère ne rien dire plutôt que dire une bêtise. Avant, sur le logo d'Amazon, il y a une signification cachée dedans. Enfin, signification, ils ont mis une signification dedans, vous la savez? Oh, non, loin de moi. Pour Amazon, la flèche qui va de A à Z, qui signifie surtout l'étendue de leur catalogue. Ah, oui, désolé. Vas-y, donc, bon là on l'a un peu modifié, mais la flèche qui va de A à Z, c'est donc le catalogue qui va de A à Z pour Amazon. C'est leur petite signification dedans. À l'origine, Amazon, comme moi je l'ai connu, c'était surtout par rapport à tout ce qui était littéraire. Puisque au départ, des livres. C'était surtout un site qui était spécialisé dans tout ce qui était ouvrage. C'est par la suite qu'ils ont diversifié leur activité et qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc à l'époque, A à Z, on peut le comprendre parce que c'était surtout la littérature. Moi, je l'utilisais parce qu'à l'époque, on avait énormément de mal à trouver certains ouvrages, même dans des bibliothèques guides spécialisées, et par le biais d'Amazon, on avait cette possibilité. Depuis, ils ont bien évolué. Pas toujours en bien d'ailleurs. Et le logo d'après, c'était quoi? J'ai pas trouvé. Moi, je l'ai. Celui d'après, j'attendrai un petit peu. Le petit rond rouge. Ouais, je l'ai. C'est quoi?
C'est Pinterest. Il s'agit de Pinterest. Ah, je suis Ah chaud, ouais, je l'ai eu. ouais. Effectivement, il manquait le reste du Et P. donc la barre du P qui peut être comparée à une épingle, et donc tu pins ton intérêt, tu l'épingles. Ok, donc toutes les logos avec des significations. Ouais, voilà. Celui-là, les plus fins estomacs l'ont reconnu. Ouais, ça me dit toujours quelque chose, mais bon, dans le doute. C'est Toblerone. C'est Toblerone. Oui. Ah oui, le triangle. La montagne. Et donc là on l'a caché, mais normalement il y a un ours qui est techniquement visible dans le logo, c'est l'ours de Berne. Je sais pas comment ça se prononce exactement. Et qui est en fait l'ours symbole de la région d'où vient Toblerone. Oui, on a des bonnes réponses dans le chat. Pinterest. Toblerone, non, pas Club Med, par contre. Donc Club Med, on n'en croit pas à la France. Non, là, ça en est bien loin. Le logo suivant. On n'a plus le droit d'utiliser logo de pub. Ah, des commentaires, je vois en dessous. Alors ça, c'est quel logo? Je laisse deviner un peu. Ah oui, on va le laisser deviner. Il a été un peu modifié. Eh bah oui, ils sont tous modifiés. Ah, mais là, ça fait penser à Toyota. Oui, c'est Toyota. C'était Toyota. Pas très informatique. GG dans le chat pour ceux qui ont eu la réponse. En fait, cette partie-là, c'est pas réellement informatique, c'est surtout au niveau graphisme, comment ils ont caché certains messages dedans. Et en fait, s'il y a l'autre image avec, Toyota, en fait, la façon dont ils ont dessiné le logo et qu'on le découpe, on peut ressortir les lettres de la marque. Ah oui, le T, le O, Oui, le... c'est ça. Ok, ouais. ok. Tu peux ressortir toutes les lettres de Toyota dans le logo. Oh, ça va ou quoi, Lo? Alors, le prochain logo, du coup. Merci, la team. Ah, c'est Sony, ça. Sony Vaio. Ah, vous l'avez cache trouvé. C'est bien. C'est vieux. Alors, Non. la signification, je sais plus en tête, j'avais marqué quelque part. Sony, bien joué. Des petites secondes. Il y a une signification spéciale Ouais. Si tu la trouves avant. Non. Alors. Et là, en gros, c'est quoi? C'est juste qu'il a été modifié et... Non, même pas modifié. Non, même pas. Je fais quoi là? Bah, t'inquiète. Alors. Ah, ok. Alors, Vas-y, VAIO est explique-nous. l'acronyme de Video Audio Integrated Operation. Ouais. Et donc, en fait, les logos, enfin, la façon dont VAIO est écrit, donc le V et le A forment donc le signal analogique. Et le 1 et 0 représentent le signal numérique. C'est l'onde. Et du coup, il nous reste combien de logos? 0. Allez, c'était Ouais. le dernier. Ok. Ça, c'est intéressant. Et du coup, c'était Sony. Bon. Et donc, comme t'as Merci beaucoup, en tout Bah, de cas, rien. d'être intervenu. Merci. Avec plaisir. Et merci d'avoir répondu présent et d'être là. Je vous remercie. Merci à vous. À bientôt. Passez une bonne journée. Ouais. Même tu me dis pas, tu fais des gros lives. Je vois que tu as ton petit public qui est arrivé. Eh ouais. J'ai. Bon, en tout cas, on remercie beaucoup la mission locale de Grasse et la régie, donc la mission locale de Grasse. Merci Régis. Ah ouais, Anissa aussi, grande star de la bonne idée. Mais surtout l'espace Mimon qui nous accueille. Ouais, merci à l'espace Mimon et à tous les invités qui ont répondu présent et qui ont fait preuve de patience parce qu'on a mis un peu de temps à démarrer. Écoute, il y a des débuts à tout. C'est les aléas du direct. Le direct, tout ça. Exactement. Merci Jean-Yves. Et oui, merci Grasse. Ils nous prêtent leur petite régie là. Et oui. Vas-y, non, toi on s'en fout. Un petit mot de la fin. Bon, en tout cas, merci d'avoir été présent. Des gros GG dans le chat pour la régie. Et on se donne rendez-vous pour un prochain live sur la bonne idée. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, on sera toujours présent. Demain. Comment? Ah oui, oublie pas de vous abonner sur tous les réseaux, que ce soit sur le live, sur le Twitter, le Instagram, le YouTube. Twitter, c'est un peu mort. C'est pas grave. Et on se dit à la prochaine. Ciao.